Bonjour et bienvenue donc au webinaire des Luminacieuses, qui est notre premier webinaire, et cette fois-ci pour cette journée spéciale des droits de l'enfant. Nous avons décidé de dédier ce webinaire aux droits de l'éducation, et nous sommes ravis d'avoir donc parmi nous des participants. Donc merci à tous ceux qui sont connectés à l'heure. Et deux intervenantes qui sont déjà là, donc Alice Hamon et Laura Maclay, merci à vous. Nous allons avoir Mouna qui est bénévole UNICEF et Anne-Marie Gagnard participera à ce webinaire aujourd'hui, mais sous forme d'une interview que j'ai réalisée avec elle en amont, parce que malheureusement, et heureusement aussi pour elle, elle est sur plusieurs engagements, dont la maison des parents sur France 4, donc elle est à la télé aujourd'hui. Donc on a pris les devants, puisqu'on avait un risque de débordement de son action télévisuelle. Donc elle a participé à un enregistrement en amont avec moi. Donc elle sera partie prenante dans l'échange que nous allons avoir aujourd'hui. Donc ravie de vous accueillir, ravie de vous avoir parmi nous. Et je propose donc que nous démarrions. Donc, merci. Bonjour Mouna, en le temps que ça se connecte. Oui, bonjour. Hop. Bienvenue au webinaire Les Luminacieuses, mettre la lumière sur le droit des enfants et en particulier le droit à l'éducation. Merci de participer. On vient juste de démarrer et donc justement, on va te donner la parole pour nous expliquer pourquoi cette journée du 20 novembre a été dédiée aux droits des enfants et qu'est-ce que ça veut dire les droits des enfants au vu de l'UNICEF, puisque aujourd'hui Mouna est bénévole UNICEF depuis plus de 5 ans. Vas-y, on t'écoute. Alors, bonjour à toi Sabine et bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis bénévole UNICEF depuis plus de 5 ans en tant qu'accompagnatrice de jeunes ambassadeurs UNICEF. Donc, qu'est-ce que le 20 novembre déjà, pour savoir ce qu'est l'UNICEF? Donc, le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Le 20 novembre, c'est aussi la date à laquelle a été signée la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre 1989. Donc, elle a à ce titre 31 ans cette année. Donc, cette convention, c'est quoi? Eh bien, c'est une convention qui a été extrêmement largement signée. Donc, la plupart des pays l'ont signée et ratifiée, sauf les États-Unis, et qui garantit aux enfants certains droits. Donc, certains droits qui sont notamment le droit à l'éducation, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi le droit de ne pas être inquiété en cas de conflit, le droit de ne pas le droit à la santé, entre autres. Donc, ce sont tous ces droits en fait qui sont dans la CIDE, dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, à ce titre, l'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et il a pour mission de défendre en fait ces droits-là qui sont garantis par la CIDE, que ce soit en situation d'urgence, c'est-à-dire en cas de catastrophe naturelle comme on a vu à Haïti, à cause de l'ouragan Matthew, qui date de plusieurs années, mais dont la situation n'a pas été, hélas, encore tout à fait stabilisée, mais encore dans les situations de conflits armés, c'est le cas en Syrie en ce moment, où il y a beaucoup de migration, et donc ces droits-là sont des droits garantis, même en cas d'urgence. Donc, c'est cela. Et puis ensuite, il y a une action qui est de long terme et qui se traduit dans certains pays défavorisés par la construction de puits, d'écoles et un meilleur accès à l'hygiène et à la santé. Donc, ça, c'est l'UNICEF. Et donc, en tant qu'accompagnatrice, on porte ce discours-là et ces valeurs-là. Merci Mouna. Donc, on va continuer avec nos deux autres intervenantes. Alice, qui étiez-vous quand vous étiez enfant? Quel enfant étiez-vous et quels étaient vos rêves? Quelle jeune fille étiez-vous? Donc, bonjour Sabine et bonjour à vous toutes et à tous les spectateurs. Donc, moi, je m'appelle Alice Hamon et je suis la fondatrice de Taïdéo. Donc, moi, je suis jeune adulte, donc mon enfance n'est pas si ancienne. Pour placer un peu la situation, donc moi, j'ai vécu 11 ans à l'étranger. Je suis née en France, puis à l'âge de 3 ans, j'ai déménagé en Allemagne.
pour le travail de mes parents. Puis j'ai commencé l'école internationale dès la première année de maternelle, donc en anglais, en Allemagne. En 2006, j'ai déménagé en Belgique et donc j'ai continué à aller à l'école internationale en anglais. Et puis donc je suis revenue en France en troisième, à l'âge de 14 ans. Donc petit changement d'éducation et de façon de voir les choses. Mais c'est vrai que toutes ces années à l'étranger m'ont permis de côtoyer diverses nationalités, beaucoup d'élèves avec des cultures et des traditions différentes. Et donc, ça m'a permis à la fois de découvrir ces cultures, mais aussi de les accepter, de comprendre comment elles fonctionnent et de mon côté aussi d'être fière de ma propre culture, la partager et la mettre en avant à travers diverses Heu, formes. Donc moi, j'ai toujours été assez créative, et je le suis encore. J'aimais bien faire des activités, manuelles, artistiques, dans des groupes organisés, des activités extrascolaires ou même, à travers les cours, d'art plastique à l'école. J'avais aussi, l'occasion de faire des activités manuelles dans mon cadre personnel parce que j'avais, la chance d'avoir une mère au foyer qui était très tournée vers ces activités manuelles et qui mettait en avant, la culture et les activités. Donc moi, j'étais, très très ouverte d'esprit et ça, c'était ce qui me caractérisait et aussi, j'ai longtemps voulu, je dirais jusqu'à l'âge de, allez, 15 ans, être, professeure des écoles parce que justement, j'avais eu une enfance, vraiment, très très agréable. J'ai eu, des professeurs qui ont su tout de suite captiver, mon attention, me donner envie d'apprendre et j'ai vraiment beaucoup apprécié ces années, de primaire, voilà, à découvrir le monde et voilà, c'est un peu, qui je suis. Merci Alice. Je propose à Laura aussi de nous présenter qui elle était enfant. Oui, bonjour tout le monde. Bah, déjà, merci à tous les participants d'être connectés. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais. Ok, super. Et puis merci Sabine pour avoir organisé ce webinaire. C'est chouette, c'est plus que chouette en fait, c'est essentiel de parler de ce sujet et dans cette journée si particulière. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Alors moi, j'ai réfléchi à cette question un peu en amont parce que Sabine, tu nous l'avais posée en préparation et je me suis dit, oh waouh, c'est vrai, je ne sais pas trop comment j'étais. Donc je suis retournée un peu en arrière et je crois qu'en fait, l'adjectif principal et qui a beaucoup de sens pour moi aujourd'hui puisqu'il détermine aussi mon travail, je pense, c'est que j'étais très sensible, trop, très, trop. On me disait souvent trop sensible. Et pour moi, l'hypersensibilité est un trait de caractère encore peu connu et qui est pourtant assez fréquent en fait, qui peut s'exprimer de manière très différente et qu'à l'école, on a un peu du mal à appréhender puisque bah, quand on est professeur des écoles, ce que j'ai été aussi, ce que je viens de l'enseignement, quand on a 20-25 enfants dans une classe, c'est pas si simple de prendre en compte les spécificités et les besoins de chaque enfant. Moi, j'étais une petite fille beaucoup dans ma bulle, dans mon monde. Je détestais l'école d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans l'éducation. C'est une forme de remédiation pour trouver des solutions à ce monde-là. Et en même temps, pour avoir... donc j'ai 40 ans aujourd'hui. À 23 ans, j'ai passé un CAPES. J'ai été enseignante dans l'enseignement secondaire au début de ma carrière. Et j'en garde une admiration et une gratitude folle pour l'école publique et les enseignants qui la composent. Voilà, depuis quelques années, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer nos parcours à un autre moment aussi, Sabine, je pense. Oui. Et depuis quelques années, j'explore voilà, d'autres champs. Pour finir sur l'enfance, je pense que ce retour en arrière de qui j'étais quand j'étais petite m'a fait prendre conscience que mon sujet principal aujourd'hui dans l'éducation, c'est la remédiation. Comment on trouve des solutions pour tous les enfants. Pas uniquement ceux qui rentrent dans le moule ou qui s'en sortent, mais aussi les autres. Ceux qui ont du mal à se concentrer, ceux qui ont besoin de dormir 10 heures et qui ont dormi moins parce que la cloche a sonné. Voilà, ceux pour qui
des additions de mathématiques doivent passer par d'autres façons de faire qu'un stylo et un papier pour comprendre. Voilà, j'étais une petite fille qui avait besoin de chercher des solutions tout le temps. Merci beaucoup Laura, et je pense que ça fait une belle introduction à ce que a partagé avec nous Anne-Marie Gagnard. Merci d'être avec nous. Sabine. Quel enfant étiez-vous, quoi? Quels étaient vos rêves? C'est intéressant de savoir qui vous étiez. Ah, quel enfant j'étais? J'étais un enfant timide, renfermée, inquiète. J'étais toujours inquiète. Inquiète. L'école semblait ne pas être pour moi. Je m'en suis rendu compte assez vite, en fait. Et là, ça a été le parcours du combattant. Bon, je suis née en 61, hein, sans indiscrétion du tout. Je fais partie de cette époque où l'apprentissage de la lecture me faisait rêver. J'avais des parents, une grande sœur, lecteurs, lectrices. Vraiment tous les jours, il y avait des piles chez mes parents de bouquins. Et moi, quand j'allais dedans, je décryptais rien. Alors, je faisais mine. Donc, j'ai eu une période de mensonge et d'incompréhension. Et mon père s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la lecture. Je reprenais toujours les mêmes livres, en fait. Et un jour, il m'a surprise allongée sur la moquette chez moi, en train, avec mon petit doigt et un livre-disque, en train d'apprendre à lire toute seule, en fait. Et là, ça a été la grosse surprise. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, j'apprends à lire avec le son. Et évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer. Hein. Je suis passée à côté. Et donc, j'avais une orthographe déplorable qui m'a fait souffrir une partie de ma vie, jusqu'à un moment où j'ai compris que c'était mon image de moi qui passait au travers des mots que je ratais et que ça devenait intolérable. Et donc, ça m'a rendue folle et malade. Voilà. Donc, j'ai été hospitalisée, anorexie mentale. Et en discutant avec le médecin qui m'a réceptionnée, il m'a dit, mais dans le camion de pompiers, vous avez dit que vous aviez un problème avec les mots. Et il m'a dit, moi, les mots MOTS, j'y peux rien, mais les mots MAUX, je peux peut-être vous aider. Et il m'a dit, et pour ça, il faut que vous viviez. Donc, faites-vous une promesse que vous ne lâcherez plus jamais. Alors, j'ai 34 ans et j'étais seule dans ma chambre et raplapla sur mon lit. Et je me suis dit, mais quelle promesse je vais me faire pour vivre, en fait. Et ces mots, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qui m'empêche de relever la tête, en fait, cette image de moi qui est tronquée, qui est fausse. Et c'est ça, en fait. Je me suis dit, plus jamais, personne ne me jugera sur mes écrits. Et assez rapidement, je vais réussir à me remettre debout, reprendre quelques kilos et me mettre à la recherche de mes erreurs orthographiques. Donc, direction chez mes parents, j'ai tout ressorti, mes cahiers, mes devoirs, le rouge partout. J'ai tout enregistré sur des cassettes, j'en ai des milliers. Et je me suis attaquée à mes erreurs et en me disant, tu vas les regarder et tu vas les réparer. Voilà, toute seule, dans 15 ans de ma vie. 15 ans de ma vie sans ouvrir un bouquin de grammaire. Donc, j'avais juste une amie qui était très bonne en français et qui m'avait dit, je peux t'aider. Alors, je lui avais dit, écoute, je veux bien que tu m'aides. La seule chose que tu me dis, c'est quand je t'envoie des phrases, c'est si c'est bon ou si c'est raté. Ne me dis pas pourquoi, dis-moi juste est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est raté. Ça a duré plusieurs années. Elle me validait au fur et à mesure et moi, je montais au fur et à mesure ma petite technique à moi pour qu'on ne me juge plus jamais là-dessus. Voilà, c'est une guérison. C'est une histoire, je suis une résiliente, moi. Voilà. Et une grosse bosseuse. Donc, c'était dans le but très égoïste à la base de me sauver moi, tout en me disant assez rapidement, je vais m'entourer d'enfants qui sont comme moi, voilà, et je vais voir ce que ça donne avec eux. Ça a commencé comme ça, l'aventure, en fait. C'est les enfants qui m'ont amené les bonnes questions. Voilà. Et c'est magnifique de bosser avec eux. C'est le plus beau métier du monde que d'avoir des enfants dont les yeux s'allument quand ils comprennent. Enfin, je veux dire, c'est magique. C'est magique. Ça me fait vibrer, vraiment. Donc, votre rêve a été d'accompagner ces enfants à ne pas vivre finalement ce que vous avez vécu. Ah, complètement. J'ai pris le contre-pied de tout ça et je leur ai dit, écoute, si comme moi, tu as raté l'apprentissage de la lecture, donc tu peux pas écrire correctement et puis tu peux pas lire bien non plus. Et là-dessus, je peux t'aider. Et tu sais, moi, je l'ai vécu ça. Donc là, c'est l'empathie qui se met en route, en fait. Je l'ai vécu et imagine-toi
que je ne peux pas te mentir. Si je te dis je vais te tirer vers le haut, je vais te tirer vers le haut et on va s'amuser ensemble et on va y arriver tous les deux. Voilà. Il y a plus de garçons que de filles qui sont touchés. Plus de petits garçons en fait. Mais voilà, c'est des ratages d'apprentissage. C'est ce que je disais quand on en a parlé ensemble la première fois, c'est parfois quand tu rentres en CP, c'est un coup de poker. Voilà. La maîtresse a choisi une méthode, tant mieux si elle te convient, ravi, parfait. Mais si elle ne te convient pas et que tu l'utilises toute l'année et que tu passes en CE1 et puis en CE2 et puis en CM1 et puis en CM2, tu trimballeras toute ta vie des lacunes en lecture et en écriture. Et c'est là-dessus que je mets un point d'honneur à tirer vers le haut ces enfants du primaire qui sont adorables, intelligents, éveillés. Et nous, on est un peu en train de les anesthésier. Voilà. Donc, mon combat, c'est la lutte, évidemment, contre les inégalités sur un plan scolaire. Ça dépend dans quelle famille tu tombes, tu arrives d'où, voilà. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Est-ce qu'on peut stigmatiser un enfant si tôt? Merci. Donc, je propose à Laura de continuer et de nous dire comment aujourd'hui, via Révèle, tu participes aujourd'hui à l'accompagnement de jeunes filles qui ont besoin justement de se révéler et de peut-être, pourquoi pas, reprendre même confiance en elles. Oui, bien sûr. Alors, déjà, pour présenter l'association Révèle, pour laquelle je suis la responsable pédagogique et la responsable du pôle pédagogie. Révèle, c'est une association qui existe depuis bientôt 7 ans, qui a été créée par une femme qui s'appelle Atina Marmora, qui est entrepreneuse pour l'éducation, et qui avait mené un constat qui était, lors de ses interventions dans les collèges et les lycées, puisqu'à l'époque, elle faisait des interventions autour de l'égalité des chances et aussi de l'orientation scolaire, enfin en lien avec l'égalité de genre, elle s'est rendue compte que les filles prenaient tout simplement beaucoup moins la parole pour exprimer leurs questionnements, leurs besoins, et que les horizons étaient souvent fermés ou en tout cas balisés sur une typologie de 1 ou 2 métiers environnants qu'elles connaissaient et où le champ des possibles était assez restreint. Souvent par manque de connaissances, de connexions, de réseaux, parce que voilà, il y avait une tante qui travaillait à l'aéroport de Roissy. Bon, elle voulait être hôtesse d'accueil à Roissy. Mais en défaut de modèle identificatoire fort et d'encouragement peut-être à l'école et de plein d'autres de raisons, l'éloignement aussi des territoires sur lesquels elles sont, de fortes responsabilités parfois au sein de leur famille. Ces jeunes filles n'exprimaient pas leur potentiel, mais aussi parce qu'elles n'en avaient pas conscience. D'où le nom de Révèle, l'idée de se révéler. Donc, du coup, j'ai oublié ta question, Sabine. Non, c'était tu peux me la reposer. Non, c'était ça. Parfait. Tu étais dedans. Et donc, on va aussi passer la parole à Alice. Alors, Alice, comment, justement, toi aussi, avec ton parcours, tu t'es dit, quelle est ta participation à ce droit à l'éducation et à cette mise en avant de réduire les inégalités? Comment toi, tu y participes? Quelle est ton action? Alors, moi, je dirais que ma façon d'inclure les enfants dans l'éducation et tout ça, c'est à travers la culture. Donc, comme je disais, mon projet s'appelle Taïdéo et il est grandement inspiré de ma vie personnelle et de mes années à l'étranger, car je permets aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir le monde et de tisser des liens familiaux tout en s'amusant, donc de manière ludique et didactique. Mon offre est un service d'abonnement de box d'activités manuelles pour les enfants sous forme d'abonnement. Chaque mois, l'enfant découvrira un nouveau pays et cela à travers 5 aspects différents. D'abord, une activité manuelle, donc ce qui revient à ce que je disais sur la créativité et l'expression de soi avec ses mains, qui va inciter l'enfant à mettre en avant son imagination
à travers la création d'un objet durable. Je précise durable parce que les parents ne souhaitent pas avoir une énième babiole qui va traîner dans un placard par la suite. Donc, c'est vraiment un objet que l'enfant va pouvoir réutiliser d'une manière ou d'une autre dans sa vie quotidienne. Puis, il y aura aussi une histoire qui est illustrée par une très talentueuse dessinatrice pour enfants avec qui je me suis associée depuis quelques semaines. Et donc, cette histoire mettra en avant la tradition célébrée à l'intérieur de la box. Et aussi des jeux papier type mots croisés, anecdotes sur la langue, les animaux, les sports. Voilà, tout plein de petites activités que l'enfant pourra faire seul en attendant que ses parents soient disponibles pour l'aider à faire les activités plus compliquées. Et aussi des recettes à faire en famille parce que tisser des liens à travers la cuisine, je trouve ça très intéressant. Puis chacun aura sa petite tâche à faire dans la recette. Et puis une dernière partie sur une fiche bonus qui donnera des anecdotes sur comment justement permettre, au-delà de la culture, à l'intérieur d'une propre famille, tisser des liens, favoriser la discussion. Et toutes ces activités permettent d'occuper calmement et intelligemment les enfants et aussi sans écran. C'est un aspect que je souhaitais mettre en avant parce que moi-même, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'activités sans écran et je trouve que c'est pas mal de revenir au basique. Merci pour cette présentation d'une box qui est importante justement aussi pour ouvrir à cette diversité qu'est le monde, avec la découverte chaque mois de ces pays. Merci pour ça. Mouna, aujourd'hui, l'UNICEF, avec ta mission de bénévole pour les jeunes accompagnateurs, en quoi ça consiste et en quoi c'est important aujourd'hui de donner cette chance aux jeunes de partager la vision de l'UNICEF sur leurs droits. Oui, alors effectivement, je suis accompagnatrice de jeunes ambassadeurs. Donc, qu'est-ce qu'un jeune ambassadeur UNICEF? En fait, c'est un bénévole en fait, qui est enfant ou adolescent, qui est dans un lycée, un collège ou même au niveau primaire, parfois ça arrive, et qui décide de s'engager pour l'UNICEF et qui se reconnaît en fait dans les valeurs de l'UNICEF. Partant de là, il doit agir, il veut agir, et souvent il ne sait pas comment le faire parce qu'il n'a pas les moyens techniques, le recul peut-être, ou même il n'a pas idée de comment faire entendre en fait sa voix. Et nous, en tant qu'accompagnateurs et accompagnatrices, on est là pour lui apporter du soutien, l'aider à se sentir plus légitime dans le discours qu'il porte, parce que très souvent, c'est ça le souci qu'on rencontre avec un jeune bénévole, c'est qu'il a cette grande idée des droits de l'enfant, mais il n'a pas l'impression qu'il est légitime, alors qu'il est pourtant le plus proche de ce qu'est l'enfance, à porter ce discours. Donc, nous, on est là pour lui apporter cette légitimité-là et l'aider, en fait, à construire des actions et des projets de sensibilisation et de collecte. Donc, c'est le rôle de l'accompagnateur, qui est cette personne qui est le lien avec le comité de Paris UNICEF et qui lui permet, en fait, de réaliser ces actions de manière plus concrète, de lui apporter ce soutien et ce support dont il a besoin. Cette mission, ce n'est pas juste pour l'aider à lui donner des moyens techniques ou même cognitifs pour réaliser ces actions, c'est aussi un contact humain. Et c'est ça que j'aime bien dans mon rôle de bénévole, c'est que ça ne se limite pas juste à porter le discours UNICEF, mais on est aussi un peu moi, je travaille surtout avec des lycéens et je me sens surtout cette espèce de table de résonance qui lui permet parfois d'exprimer ses doutes sur son orientation, etc. Parce que je les ai en fait à cette période charnière où ils arrivent au stade où les rêves d'enfants ont été balayés assez sauvagement et donc ils essaient de se projeter à l'avenir. Et c'est aussi un petit rôle informel qu'on a en tant qu'accompagnateur, c'est aussi accompagnateur d'un individu et pas juste d'un porte-parole. Merci. On va écouter Anne-Marie Gagnard aussi sur ce sujet. Excusez-moi, problème technique, le son.
Et donc, justement, parlez-moi de ces choses intéressantes que vous avez mis en place pour accompagner ces enfants à améliorer, à remédier à leur... Alors moi, j'ai commencé vraiment à m'occuper des petits. Moi, je pense que, bon, je leur laisse forcément faire le CP dans leur totalité, dans sa totalité. Moi, je dis toujours aux familles, venez me voir à la fin du CE1, début du CE2. Ça sert à rien d'intervenir avant, il lui faut quand même un certain nombre de bases. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je redonne une orthographe correcte à un enfant gravement touché. Je pourrais vous montrer des dictées où toutes les orthophonistes de la Terre vous diront que c'est une dyslexie sévère. Moi, j'en sais rien et je m'en fous. Même si c'était ça, ça marche. Et c'est 15 heures de sa vie, en fait. C'est une transformation générale du mode de pensée que l'on doit avoir quand on a un crayon dans sa main. On active un certain nombre de zones du cerveau et je me suis servi de l'hésitation. Mon premier challenge a été de me dire, quand un enfant hésite, il faut que moi je le note, que je le remarque. Un P, deux P, un N, deux M, le son en, A, N, E, N. Vous avez des enfants qui s'arrêtent toutes les demi-secondes avec ce foutu crayon. Et là, je me suis dit, OK, t'hésites, tu sais quoi? C'est toi qui as raison. Ce gamin qui hésite à un endroit précis du mot, il a 100% raison. Et je me suis accrochée à cette hésitation. Et puis, des obligations. Arrête-toi sur des sons qui sont difficiles ou des fins de mots compliqués. Les E, les I, les U. Alors là, ça peut y avoir un S, pas d'S, pas de les deux. Voilà. Donc, tout ça, j'ai commencé par réparer, j'ai envie de dire, ce qui, pour moi, coûtait très cher aux yeux des autres, aux yeux de ceux qui nous lisaient, c'était ces erreurs impardonnables en grammaire et en orthographe. Donc, j'ai démonté toute la mécanique. J'ai transformé la grammaire en conte de fées. J'ai des histoires pour chaque mot avec les doublements de consonnes, mais pas que des histoires qu'on a besoin d'entendre. Non, nous, on entend, on voit et on fait. Donc, j'active toujours les trois mémoires en même temps. C'est ça qui est magique. Et puis, un enfant, il est prêt. Quand il souffre, il veut bien qu'on l'aide. Donc, j'ai quand même cette facilité-là. Souvent, ils regardent leurs chaussures. C'est la honte, en fait. Cette langue française qui n'est pas ou mal possédée rend les gens honteux. C'est horrible ce que je vous dis, mais c'est ça. Et l'enfant, il comprend pas ce qui lui arrive. Il comprend pas. Il ne comprend pas. Il était prêt à apprendre à lire. Il y a mis tout son cœur. Il aime feuilleter, mais les mots lui posent problème. Et ça, pour moi, c'est la première inégalité qu'il faut régler sur ce territoire. Tout le monde a le droit d'y arriver et tout le monde peut y arriver. Je n'ai pas de baguette magique. Voilà. C'est impossible pour moi de tolérer ça. Et à chaque fois que je reçois une famille et qu'à chaque fois j'entends les mêmes choses, je me dis, mais il va nous falloir combien de temps pour comprendre qu'il y a d'autres moyens pour y arriver, qu'on peut aider rapidement un enfant à reprendre confiance en lui. Parce que si on veut en faire un être humain heureux, il faut qu'il ait confiance en lui. Viens, on va jouer, viens, on va te réparer, entre guillemets, le mot réparation, mais c'est ça. C'est une réparation narcissique. Ça va bien au-delà d'une réparation orthographique. C'est je relève la tête. Voilà, c'est fini, on ne dira plus ça de moi. C'est une guérison, en fait. C'est mes deux guérisons qui passent par là, par ce message empathique qui dit, voilà, est-ce que moi, tu crois que je peux te mentir? Moi, je suis passée. Je sais de quoi je parle et je sais de la souffrance que tu as. Voilà. Et il n'y a pas mieux que des mamans qui arrivent dans mon réseau dont les enfants ont été touchés. Voilà. Et là, l'enfant, c'est quand même quelqu'un de... Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que de le tirer vers le haut, de l'amener à la réussite, d'être heureux avec lui? Et ça, c'est une de mes richesses. C'est d'avoir réussi à m'en sortir sans avoir l'idéal pour y arriver. Et c'est ça qui m'a permis de chercher, d'hésiter, de trouver et de me réparer. Et une fois que j'ai su que ça marchait pour moi, j'ai dit, OK, maintenant je peux y aller avec les autres. Mais ça, c'est 15 ans de ma vie. Là, aujourd'hui, on claque des doigts, on se dit, oh, c'est résumé en 15 heures, mais pour l'orthographe et 6 heures pour les techniques de mémorisation, c'est pareil. Tout le monde est capable d'apprendre. Les têtes passoires n'existent pas, c'est le titre de mon dernier bouquin, mais qu'est-ce qu'on peut raconter comme bêtises qui nous stigmatisent, qui se collent dans notre dos et pour faire décoller ça derrière, mais c'est un travail titanesque, avec des parents bienveillants, avec
avec des parents qui aident au maximum, mais parfois, tu n'as pas les outils. Surtout quand ça touche dans les indispensables. Lire, écrire et compter, c'est là. Un enfant qui n'a pas marché à quatre pattes, il n'a pas le mouvement croisé. Osciller de son cerveau gauche-droit, droit-gauche, vitesse de la lumière, il ne peut pas. C'est pas qu'il est handicapé, c'est juste qu'il n'a pas marché à quatre pattes. Curieux de découvrir le monde, accrocher la petite table du salon et faisant le tour. Ça, c'est magique, mais ça se répare, le mouvement croisé. Faire marcher les deux hémisphères en même temps, c'est possible. Tenir compte du type prédominant de mémorisation. Bien sûr que tous les instituts devraient se connaître ça. Combien j'ai de visuels dans ma classe? C'est qui ces rêveurs? Comment je vais les rattraper? Comment je vais les faire redescendre là? C'est des ballons de baudruche, il faut leur tirer dessus sans arrêt. Mais ça, c'est leur job. Sauf que moi, je les plains et que je me dis qu'il faut vraiment qu'on prenne soin de nos enseignants parce que c'est eux qui sont en première ligne et particulièrement en ce moment, c'est eux qui vont leur ramener les bases. Et à côté de ça, moi, quand je fais des conférences, on me dit souvent, tu sais, Anne-Marie, la formation de base, il nous manque plein de trucs. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin de formation des enseignants du premier degré parce que c'est là que ça se passe et que ce sont des gens absolument formidables qui font tout. Moi, j'ai des copines instites qui me disent, mais moi, je me couche à pas d'heure le soir. J'essaye de monter des petits ateliers. Parfois, c'est même leur argent, leur propre argent pour aller acheter une boîte de jeux qui va les tirer vers le haut. Je veux dire, c'est quoi ça? Il y a vraiment autour de l'enfant et ce côté précieux de cette petite âme qui est là. Il faut qu'on fasse vraiment des choses sur ce territoire pour les amener à la réussite. C'est obligatoire. Et même si la langue française n'est pas ta langue maternelle, et alors, il a des oreilles, ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'échec scolaire ne devrait pas exister. Voilà, ça c'est mon combat. Les orthophonistes ont un job merveilleux. C'est des gens qui peuvent aider des enfants à aller beaucoup mieux, mais c'est pas leur boulot. Une dysorthographie n'est pas une dyslexie. Voilà, et là, il faut bien faire la différence. Et ça aussi, c'est mon combat. Mettre une étiquette dans le dos d'un enfant où le DYS signale un dysfonctionnement neuronal, ça me gêne. Faut-il en être sûr? Et ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc ça aussi, c'est mon combat. Quelle est la différence entre les deux, justement? En fait, la dyslexie, c'est un dysfonctionnement neuronal. C'est-à-dire que quand on peut le déceler avec une IRM. Une IRM, on fait lire un enfant avec un petit texte selon sa norme d'âge et sur un temps donné, c'est-à-dire que normalement, à ton âge, voilà, tu dois être capable de lire ça dans un temps X. Et en fait, on voit immédiatement à l'IRM si l'enfant va chercher ailleurs que dans la zone clairement identifiée de la lecture aujourd'hui par les neurosciences, est-ce qu'il est bien au bon endroit ou est-ce que ça clignote en fait? Est-ce qu'il passe d'une hémisphère à l'autre en fait? Et c'est là où on peut parler d'un dysfonctionnement, mais pas à l'œil nu, puisque un enfant qui a raté l'apprentissage, il écrira comme un dyslexique. Les erreurs sont les mêmes. Tu peux pas le déceler à l'œil nu. Ça me fait bondir parce qu'on perd un temps fou. On perd un temps fou avec ça. Merci. Laura, tu es en mute. Oui, c'est vrai. Concernant Révèle, aujourd'hui justement, donc emmener ses enfants à la réussite, comment Révèle participe à ça, à redonner la confiance dont on parlait tout à l'heure, et finalement à qui s'adresse Révèle? Quelle population, quel âge? Oui, alors Révèle s'adresse uniquement aux jeunes filles adolescentes des quartiers populaires de la ville, mais pas que. Elle s'adresse à toutes les jeunes filles adolescentes avec une majorité de jeunes filles qui viennent de ces territoires qu'on appelle les QPV. C'est un acronyme un peu opaque pour dire quartier populaire de la ville. Et donc en Île-de-France et depuis peu à Lyon, puisqu'on est en train d'essaimer l'initiative. Il faut savoir que Révèle, en fait, s'adresse à une population de jeunes filles, jeunes femmes, puisqu'on est sur les 14-20 ans à Révèle, et c'est un choix, je l'expliquerai après, qui sont en quartier prioritaire de la ville plus sujettes à de la déscolarisation, de la non-scolarisation, ou alors moins d'aboutissement dans leur projet d'orientation scolaire et professionnelle, comme je l'expliquais tout à l'heure.
À Révèle, donc, on a décidé de s'attaquer aux jeunes filles, enfin de s'attaquer à ce problème concernant les jeunes filles qui souffrent en fait de plusieurs discriminations. Des discriminations d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre territorial parce qu'elles sont loin, et liées aussi au genre. Donc, toutes ces discriminations croisées font qu'elles vont moins accéder à des champs de connaissances qui leur permettent de se construire. Et en fait, Révèle, on dit souvent que pour se définir, on est à l'étape 0 de l'orientation scolaire. C'est-à-dire qu'avant de faire un choix, il faut pouvoir savoir faire un choix. Et pour faire un choix, il faut se connaître. Parce qu'en fait, si on ne se connaît pas et qu'on n'a pas idée de ce que sont ses valeurs, ce qui est important aussi pour soi, on ne peut jamais… souvent, les jeunes filles arrivent dans nos programmes et elles ne se sont jamais questionnées sur, finalement, est-ce que j'aime plutôt travailler en groupe, en collectif, ou alors non, je suis plutôt une solitaire, ou voilà, j'ai plutôt envie d'être tranquille, ou alors la nature, ou le plein air, ou les déplacements. Elle se pose aussi énormément de questions par rapport à comment concilier une vie de famille ou pas, pour celles qui en ont envie ou qui y pensent déjà un peu, puisqu'on est sur des 14-20 ans. Elles ont très, très peur de rater le choix et que ce choix qu'elles vont faire dans leurs études, puisqu'on demande aujourd'hui aux adolescents de s'orienter très tôt, dès la 3e, c'est jeune. On a 14-15 ans, il faut pouvoir dire moi je suis plutôt sur une carrière scientifique ou littéraire ou en sciences éco ou etc. Pro, voilà. Mais en fait, elles ont très peur de rater ce choix et que ce choix soit définitif. Donc nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'en fait, on peut changer d'avis, on peut bifurquer, on peut avoir des carrières en plusieurs étapes. Moi, j'ai 40 ans. Je crois que j'ai à peu près 15 expériences professionnelles et métiers différents à mon actif, en passant par… j'ai été fonctionnaire dans la fonction publique, entrepreneuse, chef de projet dans des grandes écoles de commerce ou des assos plus petites ou à mon compte. Et en fait, c'est OK, c'est complètement possible, il n'y a aucun problème. Et ça, en fait, elles l'apprennent aussi avec nous. Comment elles l'apprennent ? Elles l'apprennent à travers des programmes pédagogiques que l'on conçoit, qui sont animés par un réseau de facilitatrices qui sont des coachs certifiés, que l'on identifie, que l'on recrute et que l'on forme à l'animation, puisqu'on a une démarche proche du coaching. Alors, petite parenthèse, pourquoi coaching par rapport à plutôt psychothérapie ? Parce que coaching, on est dans le moment présent et dans la projection de l'après. Qui je suis aujourd'hui et vers où je veux aller. On n'est pas dans « Ah, pourquoi je suis comme ça ?» Ce n'est pas notre métier. C'est un métier qui est hyper valable, important et légitime. C'est juste pas le nôtre. On n'est pas très loin d'eux, comme on n'est pas très loin des enseignants. Nous, on est périscolaire. Et donc, cet environnement coaching nous insère aussi dans une logique qu'on appelle celle des petits pas. On accompagne la jeune fille à se mettre en mouvement pour aller vers des choix. Et ces choix-là peuvent être aussi des petits choix. On ne leur dit pas « Oh, tu veux être astronaute ? Waouh, génial, c'est super, eh ben, on croit en toi, vas-y, fais-le. » Non. On leur dit « Ok, tu veux être astronaute ? Est-ce que tu sais où chercher les infos ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être astronaute ? Qu'est-ce que ça signifie ce métier-là ? Comment ça va s'inscrire dans ta vie ? » Et en fait, on l'amène petit à petit à construire son métier. Bon, j'ai pris astronaute, ce n'est pas un métier qui revient souvent en réalité dans les choix, mais on leur apprend à faire des connexions et on les met nous-mêmes en connexion avec des rôles modèles. Donc à Révèle, en fait, on est une petite équipe, on est 12 salariés et on travaille avec à peu près 500 parties prenantes, à peu près 200 rôles modèles dont tu fais partie, Sabine, des femmes qui viennent inspirer les jeunes filles, leur raconter qui elles sont, d'où elles viennent, les galères qu'elles ont eues aussi parfois, les doutes, les choix, les réussites. Donc ça, c'est tout l'aspect identification. Moi, jeune fille, je rencontre des femmes qui prennent du temps pour m'accompagner dans mes choix, dans des échanges, des idées de métier. Donc, on travaille énormément sur le côté inspiration et aussi cette communauté
des coachs qui sont à peu près 70 et qui tournent à Revel dans nos programmes et qui sont les bonnes fées bienveillantes et très, très compétentes pour accompagner nos jeunes filles. Voilà. Une dernière chose, c'est qu'à Revel, on travaille justement dans le mélange des âges. On n'a pas fait un programme pour les 14-15 et puis pour les 16-17 et pour les 18-20. Non. Nous, on désegmente, on est hors silo. On mélange tout. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille qui va côtoyer de 14 ans, qui va côtoyer une ado de 16-17 ans et inversement, va apprendre des choses d'elle et réciproquement. En fait, c'est en côtoyant quelqu'un qui sait des choses que je ne sais pas, ou alors c'est en expliquant quelque chose que je sais ou à travers duquel je suis déjà passée, que je conscientise. Ces mouvements-là, ils sont hyper riches en fait. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion de participer à nos programmes ou de regarder les vidéos sur la chaîne YouTube, vous verrez cette grande diversité et cette grande richesse qui crée évidemment beaucoup de sororité, c'est aussi l'idée, de soutien, mais aussi de connaissances, quoi, tout simplement. Et donc, en fait, les anciennes du programme, qu'on appelle les alumnae, donc du latin, on dit alumni, mais nous, on l'a féminisé, on a pris la racine latine féminine, alumnae, reviennent une fois qu'elles ont bénéficié de nos programmes, si elles le souhaitent, bien entendu, c'est un engagement bénévole, pour participer en étant accompagnatrice, ambassadrice de l'association, au développement de l'association. Et en fait, aujourd'hui, pour nous, c'est nos plus justes ambassadrices. Elles ont 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et ça me fait penser un peu à ce que tu disais, Mouna, avec les enfants ambassadeurs de l'UNICEF. C'est des actions qui sont fortes parce qu'il y a beaucoup de responsabilisation et en même temps, elles savent faire de manière spontanée. Donc, c'est très beau. C'est un projet dans lequel je suis heureuse de travailler aujourd'hui. Merci beaucoup, Laura. Alice, aujourd'hui, à qui s'adresse ta box? Quelle est la cible? Pour quels jeunes? Et quand est-ce qu'on pourra les trouver? Donc, comme je disais, moi, je m'adresse surtout aux enfants du primaire, donc 6-10 ans. J'ai choisi cette cible d'âge parce que les plus jeunes, à mon sens, s'ils ne savent pas encore lire avant le CP, pourraient peut-être être un petit peu plus en difficulté dans les activités ou la lecture de l'histoire. Et tout comme au-delà de 10 ans, même 10 ans, c'est parfois un petit peu la limite. C'est vrai que l'enfant que j'étais moi-même à 10 ans et les enfants de 10 ans maintenant, les centres d'intérêt ont peut-être un petit peu évolué. Mais voilà, surtout les enfants du primaire. Mais je voulais aussi dire que la boxe n'est pas genrée, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous. Il n'y a pas d'activité pour garçons, d'activité pour filles. La culture, c'est pour tous, c'est la même. La culture, voilà, quel que soit son sexe, on interprète la culture différemment, mais elle est accessible à tout le monde. Et aussi, à propos on parlait de la déscolarisation des enfants et tout ça. Moi, à mon sens, si on apprend aux enfants dès le plus jeune âge à s'ouvrir d'esprit au monde, aux différentes cultures, aux traditions, déjà comprendre qu'il existe d'autres choses que sa propre culture, son quotidien, il est déjà plus simple d'accepter ce que font les autres et puis de pouvoir comparer. Ça apporte beaucoup de bénéfices, de comprendre et d'évoluer dans un milieu justement où la culture est au centre. Et finalement, la discrimination, c'est une peur, c'est ne pas savoir comment interpréter l'inconnu, l'autre, sa culture, ses traditions. Et donc, avec mes box Taïdéo, j'incite les parents et les enfants à partir justement à cette découverte de l'autre et donc d'ouvrir, de tisser des liens et d'ouvrir l'esprit sur ce qu'il existe. Et chaque mois, un nouveau pays est mis en lumière, mais tous les pays seront mis en lumière. Justement, il n'y a pas de discrimination dans ce sens-là aussi. Bien évidemment, il y aura un ordre dans
dans la façon d'aborder les pays, mais la plupart du temps, ce sera en fonction de traditions ou cultures locales qui interviennent dans un mois en particulier. Mais tout le monde sera mis en lumière parce qu'un enfant, qu'il soit de France, des États-Unis, du Cameroun, de Chine ou d'ailleurs, ça reste un enfant. Il a les mêmes envies de découvrir, de s'amuser, d'apprendre. Donc voilà, Taïdéo, c'est pour tout le monde et j'espère que je réussirai à le faire connaître par le plus de gens possible pour que la culture et les liens familiaux deviennent quelque chose de plus répandu. Et puis, pour répondre à ta deuxième question, donc les box sont même actuellement disponibles. J'ai lancé la première production grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule. Donc en ce moment, les boîtes sont disponibles sur cette plateforme. Je suis plutôt à la fin de la campagne, donc elles sont disponibles jusqu'à vendredi prochain, le 27 novembre. Et par la suite, il y aura un site e-commerce où chacun pourra s'abonner soit à des abonnements 3, 6 ou 12 mois, soit s'abonner pour soi-même ou il y aura la formule carte cadeau pour offrir aux cousins, aux neveux, aux enfants, aux frères et sœurs. Mais il y a aussi la possibilité pour les personnes qui souhaitent juste découvrir une box pour se faire un premier avis. Donc la première box, ce sera celle du mois de décembre. Le pays reste une surprise. Je me suis dit, pour le début, ça garde un peu de suspense, mais elle est aussi disponible donc, sur la plateforme Ulule et la première sera livrée avant Noël pour que les parents puissent la mettre sous le sapin, pour que ça fasse un petit cadeau sympa, un cadeau original pour ce Noël. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Anne-Marie Gagnard pour cette question aussi. Quels sont les outils que vous mettez à disposition des parents aujourd'hui, puisqu'on a des parents Alors, nous, les parents, on les accompagne sur une durée moyenne de 20 heures environ. Donc, moi, je travaille avec zeneduc.fr sur de la formation à distance en orthographe et en technique de mémorisation. Et tous les formateurs du réseau français travaillent soit en visio, en ce moment, évidemment, avec la corona, on est un peu coincé, et en présentiel aussi. C'est important de les avoir avec nous. Les mettre debout devant un tableau blanc. En fait, ça ne demande aucun investissement, pour ainsi dire. Hein. Une fois qu'on a été formé à mes méthodes, tu démarres tout de suite. On est dans le pratico-pratique. Bon, il y a quelques manipulations à faire un peu avant, s'entraîner avec 2-3 enfants, après c'est bon. Et c'est ça. Moi, mon but, c'est ça. C'est ça, c'est de démultiplier tout ça pour que dans chaque grande ville de France, il y ait des gens qui puissent venir intervenir sur une vingtaine d'heures. C'est rien, 20 heures dans une vie. Une journée, c'est 24 heures. Voilà, et puis c'est de l'expertise de la langue française. Hein. Je ne tombe pas de la planète Mars, pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein. Donc, je travaille pour les dictionnaires Le Robert depuis 20 ans. Mes méthodes sont validées par les grammairiens. Je suis très triste d'avoir perdu mon mentor, Alain Ray, qui est décédé tout dernièrement, qui m'a donné ma chance, qui a compris que j'avais une autre intelligence, en fait, et qui m'a laissé écrire cette grammaire en conte de fées. Ça a été un boom sur le territoire français. C'était quelque chose de dingue. Et puis, mon dernier sur les techniques de mémorisation, je sais qu'il y a énormément de gens qui m'envoient des témoignages très, très importants. Moi, on m'avait dit que j'avais la tête comme une passoire. Donc, tu visualises un égouttoir où il y a l'eau qui sort par les trous. Et je me disais, si ma tête, c'est ça, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Voilà mon combat. Donc, moi, je suis vraiment dans du pratico-pratique. Toute la série des petits Hugo et les rois, qui peut dédramatiser la situation. Il y a des petits cahiers d'exercice. On peut travailler en famille sans que ça tourne au pugilat. Hein, on joue, en fait. On joue avec avoir, on joue avec être. On a des gommettes, on les colle, on les reconnaît. C'est eux qui mènent la danse sur la grammaire française. Être et avoir. Voilà. Si tu les as pas, tu peux pas y arriver. Si tu sais les reconnaître, waouh. Là, il y a tout qui commence. Voilà. Merci Anne-Marie. Donc, pour terminer, on va passer la parole à Laura pour nous dire qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui aux enfants pour cette journée des enfants.
quel est son vœu, quel message elle souhaiterait leur passer? Alors, c'était très inspirant ce que disait Anne-Marie à chaque prise de parole. Je me suis beaucoup retrouvée dans sa façon de voir les choses. C'est sûrement le lien remédiation. C'est vrai que quand j'étais institutrice, alors moi, c'était les CE1, mais en CE1, en fait, on est toujours en train d'apprendre à lire. Normalement, c'est vraiment sur 2 ans, la lecture, CP-CE1. C'est vrai que quand un enfant a compris, en une demi-seconde, ça y est, son regard a changé. Il se passe quelque chose de très fort. Je crois que je peux dire que c'est l'émotion la plus forte que j'ai jamais vécue dans ma vie, tout confondu, y compris toutes les émotions ou les voyages ou les choses comme ça. Non, c'est ce regard-là, moi, qui fait que je ne peux pas me l'expliquer, mais je ne peux pas faire autre chose que travailler dans l'éducation. Et tout ça pour dire que ce que je souhaite, moi, à un enfant, c'est qu'il puisse jouer. C'est qu'il puisse jouer. Parce qu'en fait, on ne le dit pas assez. Et d'ailleurs, c'est dans la Convention des droits de l'enfant de 89, le droit de jouer, au même titre que le droit d'avoir accès à des soins de santé. Un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui est malheureux, ou alors qui ne sait pas faire, parce qu'on ne lui a pas vraiment appris. Parce qu'en fait, jouer, ça s'apprend aussi. C'est à la fois inné, et en même temps, si on ne le pousse pas un peu, si on le met pas en confiance pour qu'il puisse jouer, il va pas forcément réussir tout seul. Et je trouve ça merveilleux. Je m'arrêterai là juste pour citer un projet inspirant aussi au niveau éducation avant de vous laisser, parce que je vais devoir vous quitter un tout petit peu avant la fin du panel. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet un projet qui s'appelle Imagination Africa, c'est une entrepreneuse qui s'appelle Karima Grant Abbott, qui est Ashoka Fellow aussi, qui est basée à Dakar, et qui justement a monté tout un projet. Alors, je ne vais pas le raconter là parce qu'il est assez complexe et ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, elle parle beaucoup du jeu. Et elle explique aussi aux parents, aux nounous, aux tatas, aux enseignants, à quel point c'est important que l'enfant joue pour son bien-être et pour le développement de ses apprentissages. Donc, c'est ça que je souhaite, moi, aux enfants, de jouer. Voilà. Merci Laura, merci beaucoup. Et j'en profite, j'en profite juste pour vous dire au revoir. Je vais rester connectée, mais je vais me déconnecter dans 5 minutes, donc au cas où, voilà. Merci Laura. Et je mettrai tous ces liens dans le mail que je vous enverrai à l'issue de cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'à Révèle aussi, on apprend à jeunes filles à s'amuser. On leur dit souvent « amusez-vous ». C'est vraiment une composante essentielle pour moi des apprentissages. Merci. Alice, justement, quand on dit « amusez-vous », on parle de vous. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez aux enfants avec vos box et même de manière générale sur cette année, qu'est-ce que vous leur souhaitez? Comme disait Laura, je pense que s'amuser pour un enfant, c'est la base. Et je souhaite qu'il s'amuse et qu'il sache lier l'amusement à d'autres utilités, que ce soit lier l'amusement avec l'apprentissage de l'orthographe, comme en parlait Anne-Marie, que ce soit lier l'amusement avec justement savoir quelle orientation professionnelle on souhaite avoir par la suite, comme le disait Laura ou Mouna qui parlait de l'UNICEF et de toutes les actions que les enfants, auprès des enfants. Je pense que l'amusement, c'est aussi ça qui fait que le matin, on se lève, on se dit on a une chouette vie, on va pouvoir en profiter, s'amuser, découvrir et pourquoi pas découvrir aussi la culture à travers des activités ciblées comme ce que propose Taideo. Merci beaucoup. Mouna, peut-être nous citer un exemple d'un beau projet UNICEF qui a été monté par des jeunes ambassadeurs en cette année 2020 ou peut-être l'année dernière si cette année a été compliquée. Cette année a été compliquée, certes, mais en ce moment, il y a quelque chose qui est fait par un club de jeunes ambassadeurs. Ils sont 35 dans un même lycée, donc c'est 35 lycéens
et qui sont en ce moment en train de faire une super belle action pour l'anniversaire des droits de l'enfant. Donc, c'est pendant ces 3 journées-là. Ils ont décidé de faire une sorte de question pour UNICEF. Donc, ils sont en train de faire un concours, en fait, qui sert à faire le point sur les droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'on y connaît, au fond? Parce que, comme Laura l'a rappelé, un droit qu'on méconnaît beaucoup, c'est les droits au jeu, au loisir. Et eux, ils sont là pour rappeler cela, qu'on joue, mais on joue en apprenant. Et c'est ça qu'ils font en ce moment, ils font une question pour UNICEF, aujourd'hui même, avec les collégiens de leur groupe scolaire, de leur établissement, ainsi que les lycéens. Et ça, c'est plutôt pas mal, et ils sont en train de faire ça aujourd'hui, pour que les enfants sachent ce que sont leurs droits, tout en s'amusant en même temps. Super, c'est une super initiative. Et je pense qu'on peut aussi profiter pour rappeler qu'actuellement, il y a la Convention des droits de l'enfant. Il y a un questionnaire qui est en ligne aujourd'hui. Peut-être nous en dire quelques mots, Mouna? Effectivement, j'ai failli oublier, Oran, tu me l'as rappelé, Sabine. Donc, il y a en ce moment la consultation des 6-18 ans. C'est en ligne sur MyUNICEF, si je ne me trompe pas. Sinon, Sabine pourra très facilement vous envoyer le lien. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment une consultation qui a lieu chaque année. Elle se termine le 1er mars, si mon souvenir est bon, et elle a commencé en octobre, le 15 octobre dernier. Et vraiment inviter tous les enfants que vous connaissez à y répondre, parce que c'est un retour réflexif sur eux, sur leur enfance, sur leurs conditions de vie. Et c'est essentiel en fait, parce que souvent, l'enfant, c'est celui qu'on écoute le moins. C'est celui dont la voix s'entend le moins. On n'entend pas un enfant dans le JT, c'est rare. On n'entend pas l'enfant, c'est celui dont la parole, on en parle beaucoup, on parle beaucoup des enfants, mais on les écoute très peu. Et cette consultation, il est important qu'ils y répondent. Parce que c'est un moyen de sonder en fait quelle est leur véritable pensée, quel est leur véritable sentiment face à toutes ces décisions que les adultes prennent pour eux. Merci, merci. Et on va terminer avec ce que Anne-Marie souhaite pour les enfants. Un enfant, je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Moi, je les aime tous. Ça me fait vibrer. Un bébé me fait vibrer. Un enfant qui commence à marcher me fait vibrer. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment ce cadeau d'avoir cette chance de pouvoir faire des enfants, avoir des enfants, s'occuper des enfants, éduquer les enfants. Alors, qu'est-ce que je leur souhaite? Je leur souhaite d'être compris. Je leur souhaite de pouvoir dire quand ça va pas. Ça veut dire que les gens autour de lui seront bienveillants et d'être curieux, inventif et parfois laisser la part de doute quand on a entendu quelque chose qui nous a fait du mal. Voilà. En tout cas, pour moi, un enfant ne doit pas être malheureux. Il doit trouver son chemin quelque part et faire des belles rencontres aussi. Quand les parents ça va pas, il y a des substituts aussi qui peuvent aider. Et puis l'école. Et pourtant, elle m'a fait souffrir. Mais c'est essentiel. Voilà. En tout cas, merci pour votre invitation. Je serai ravie de vous revoir bientôt. J'espère que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et j'espère, Sabine, qu'on est bien sur le bon chemin. Et je pense que oui. En tout cas, un grand merci et je vous aime, les enfants. Merci Anne-Marie, merci à Alice, à Mouna et puis à Laura d'avoir participé à ce webinaire. Aujourd'hui, pour terminer, j'espère que le message qu'on a souhaité passer aujourd'hui en tant qu'humiliatieuse, de dire que oui, on sait qu'on fait peut-être partie des pays où nos enfants ont beaucoup de chance, mais il y a encore des choses qu'on peut leur apporter et continuer en tant que parents à garantir cet accompagnement, à garantir le soutien auprès d'eux. Et on va terminer avec une citation de Kofi Annan que je trouve
vraiment d'occasion. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Je pense qu'on a tout dit. Et merci, mesdames, et ravie d'avoir animé ce webinaire avec vous. Et je partagerai enfin l'ensemble des éléments pour que vous retrouviez les box d'Alice, comment devenir jeune ambassadeur aussi, et comment continuer, si vous êtes intéressé de devenir rôle modèle ou même des jeunes à soutenir dans le cadre de Révèle, ça sera avec plaisir. Et puis Anne-Marie Gagnard, pour ceux qui souhaitent accompagner les enfants dans cette remédiation orthographique, qui est un vrai sujet, qui au final touche tout le monde, parce que toutes vos activités, Alice, il faut que ces enfants puissent comprendre ce qui est écrit, et voilà, Mouna pareil, et je pense que chez Révèle encore plus, puisqu'on cible les 14-20 ans. Très très bon après-midi, très bonne journée des droits de l'enfant, et à bientôt sur d'autres webinaires. Merci beaucoup, Sabine. Merci aux participants, merci beaucoup, ravie. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.